Tiens, salut! Je profite d'être au musée du Louvre pour vous raconter une petite anecdote perso, comme s'il n'y avait rien ici méritant davantage votre attention que ma personne. Lorsque j'étais petite, j'étais une enfant très simple et modeste, donc je voulais devenir maître du monde. Et j'avais réfléchi à pas mal de choses, genre je savais que je parlerais de moi à la première personne du pluriel comme les rois de France. Nous, Nart, maître du monde connu. Ça claque carrément, non? En revanche, j'avais pas spécialement prévu comment j'allais légitimer mon pouvoir. Comment m'assurer la dévotion de mes 7 milliards de sujets? Et puisque le musée du Louvre est à la fois un lieu historique du pouvoir et l'une des plus belles collections d'art au monde, je vous propose qu'on se penche un petit peu sur cette question. Comment les souverains ont-ils justifié leur pouvoir à travers l'art? Par pure curiosité intellectuelle, cela va de soi. Bien sûr, lorsque l'on pense monarchie française plus affirmation de son autorité, on pense tout de suite à la monarchie de droit divin. C'est lors de la guerre de 100 ans, alors que le pouvoir en France est fortement remis en question, que des juristes élaborent cette théorie qui veut que le roi reçoive son pouvoir directement de Dieu. Ce qui est toujours pratique lorsqu'il s'agit de légitimer son pouvoir. Le pouvoir. Oh bah, c'est Dieu qui me l'a donné, ma bonne dame. Le roi devient un monument de la chrétienté et le rappelle régulièrement en se faisant représenter dans des situations très pieuses. Prenez par exemple ce retable qui représente la crucifixion du Christ. Qui découvre-t-on dans le médaillon en bas du retable? Mais si c'est pas François Ier! Et regardez-moi comme il est pieux. Agenouillé, les mains en prière, une Bible ouverte devant lui. Quelle démonstration d'humilité! Et quel excellent moyen de rappeler qu'il est un roi très chrétien qui représente Dieu sur terre auprès de ses sujets. En toute humilité, hein, comme d'habitude. À vrai dire, depuis les débuts de la chrétienté, la figure divine sert de justification au pouvoir, y compris militaire. Prenez par exemple ce superbe feuillet en ivoire. On y voit un empereur, sans doute Justinien, vêtu d'une armure romaine, auquel des victoires zélées tendent des couronnes, tandis que les peuples vaincus viennent lui soumettre des tribus. Et regardez un peu qui est là pour donner sa grâce. C'est le Christ, bien entendu, qui bénit d'un geste le triomphe guerrier de l'empereur, porte-étendard du christianisme, dont le pouvoir militaire est ainsi justifié par la foi. Et puisque nous sommes chez les Romains, attardons-nous-y, parce que les empereurs romains n'ont pas attendu la chrétienté pour utiliser des figures divines afin de légitimer leur pouvoir. Voyez ainsi comment l'empereur Adrien s'est fait représenter en Mars, dieu romain de la guerre, avec tous ses attributs, casque à cimier, glaive, cuirasse. C'est le premier empereur à être ainsi représenté divinisé de son vivant, ce qui lui permet d'imposer son image de garant de la paix et de la prospérité. Pas étonnant donc que nos chers souverains français aient eux aussi voulu s'accaparer l'image des dieux antiques pour envoyer des signaux forts. Par exemple, quel meilleur moyen de donner l'image d'un roi courageux que d'emprunter la figure mythologique de la force par excellence, Hercule. Regardez-moi un peu ce tableau. Il n'y a pas à tergiverser, hein. Massue, peau de lion et même les têtes multiples de l'hydre de Lerne terrassées. Nous sommes bien devant Hercule. Mais nous sommes surtout devant un portrait d'Henri IV qui se présente ainsi en pacificateur du royaume. Alors après, oui, c'est vrai, il y a quelque chose d'assez grotesque à voir la tête d'un roi vieillissant posée sur un corps jeune à la musculature parfaite et personnellement, j'avoue, j'aurais pas osé. Mais Henri IV n'en est pas à sa près, puisqu'on le retrouve aussi parfois sous les traits de Mars ou encore, comme ici, de Jupiter. Parce que quitte à être un roi représenté comme un dieu, autant choisir le roi des dieux. Bien sûr, on pourrait penser qu'il ne s'agit là que de l'expression d'un artiste. Je veux dire, Henri IV, il devait en avoir des groupies. Alors est-ce qu'on est ici face au premier fan art de l'histoire de France, ou est-ce qu'il s'agit d'une véritable volonté politique de la part du roi d'être représenté ainsi? Sans surprise, c'est la deuxième réponse qui est la bonne. Et c'est un phénomène qui se développe beaucoup avec ce cher Henri IV. En effet, à la fin du XVIe siècle, après des années de troubles religieux et de guerres intestines, Henri veut diffuser une image de roi victorieux et pacificateur. Pour ce faire, il va mettre en place une vaste politique de renouveau des arts, puisqu'il comprend que c'est à travers eux qu'il véhiculera au mieux son image. Une vraie volonté politique à travers le mécénat dont je pourrais certainement m'inspirer pour ma conquête du monde. Mais se référer à la religion ou à la mythologie n'est pas le seul moyen de légitimer son pouvoir. Prenez par exemple ce plateau en porcelaine. Vous devriez avoir l'habitude maintenant et donc avoir reconnu au premier coup d'œil ce cher Henri IV dans toute son héroïque nudité. Il est là avec tous ses potes les dieux grecs, rappelant la prospérité de son bon gouvernement. Mais ce n'est pas tant le roi Henri que cette œuvre cherche à exalter que l'un de ses descendants, Louis XVIII. Nous sommes au XIXe siècle, ça fait un paquet d'années que le premier des Bourbons est mort et enterré, et voilà qu'on exploite son image pour glorifier un nouveau roi de la dynastie des Bourbons. Parce qu'il n'y a rien de tel que de se réapproprier l'histoire pour légitimer son pouvoir. Et décidément, l'image de ce bon roi Henri, tout le monde la veut, puisque c'est au tour de Louis XIII de s'inspirer de ce portrait de France Pourbus. On retrouve le roi en armure noire, la main posée sur un bâton,
Prenons la pose à la manière de son père. Le peintre Philippe de Champaigne a repris la composition du tableau représentant Henri IV en armure et en a surtout conservé la dignité, avec ce port altier des plus naturels, et la théâtralité, avec ce rideau rouge qui se trouvait là par le plus grand des hasards, afin de confirmer le statut de héros de guerre au roi Louis XIII. Juste après Louis XIII vient l'un des rois les plus célèbres de France, surtout lorsqu'on parle de monarchie absolue. Je parle bien sûr de Louis XIV. Et le roi Soleil n'est pas en reste lorsqu'il s'agit d'utiliser des figures historiques pour asseoir son pouvoir. L'asseoir sur un cheval de préférence. C'est ainsi qu'on le découvre sur cette sculpture, qui n'est pas là pour témoigner de son amour des promenades équestres, mais est en fait une référence à l'empereur romain Marc Aurèle. Le sculpteur Girardon s'est en effet inspiré du modèle antique de la statue équestre de l'empereur romain pour représenter l'autorité souveraine de Louis XIV. D'ailleurs, c'est plus le message qui importe qu'un quelconque réalisme dans la représentation, puisque cette sculpture est très anachronique. Si le roi porte des habits d'empereur romain, par exemple, sa perruque, elle, est contemporaine de son époque. Cette sculpture, qui est une réduction d'une grande version érigée en plein Paris, était un excellent moyen de rappeler au peuple que le roi vieillissant était toujours bien là, fidèle au poste et fort de son pouvoir absolu. Parce que légitimer son pouvoir, ce n'est pas tant une question de véracité historique qu'une question de symbole. Reprenons une image qu'on a déjà beaucoup vue, celle d'Henri IV en armure. Cette statuette en bronze nous donne un bon échantillonnage des différents insignes du pouvoir. Le manteau royal au col d'hermine, histoire de rappeler que le pouvoir et la richesse ne font qu'un. Le collier de l'ordre du Saint-Esprit et de Saint-Michel, histoire de rappeler que le pouvoir est d'origine divine. On remarque aussi le fourreau de son épée et le bâton de commandement, symbole de son pouvoir militaire, et la couronne de laurier, qui représente la victoire à la manière des empereurs romains. Car souvent le meilleur moyen pour un souverain d'affirmer son pouvoir militaire, c'est de se faire représenter en armure. C'est le cas par exemple de Saint Louis, le roi de la 9e croisade, représenté ici par le Gréco. Sur ce tableau, Louis IX est à la fois roi, guerrier et saint, comme nous le rappellent les différents insignes dont il est affublé. L'armure pour le côté guerrier, donc, mais aussi le sceptre, la main de la justice et la couronne, attribut de la royauté par excellence, et une posture et un cadrage qui rappellent les effigies de saints du Gréco, pour le rôle qu'a joué le souverain au sein de la chrétienté. C'est vrai que les cadrages en buste sont plus rares pour les portraits royaux qui sont généralement en pied, parce que ça en impose vachement plus. Voyez un peu ce Louis XVI qui pose en majesté, perché sur son estrade, juste devant son trône. Tout dans ce tableau est fait pour évoquer la puissance. La balustrade et la colonne évoquent la stabilité de la monarchie française, tandis que les régalias sont exhibés sur un coussin. Les régas quoi ? Les régalias, ce sont des objets symbolisant la royauté. Pour la monarchie française, il s'agit de la main de la justice, ici en argent, et de la couronne fermée en or. Vous remarquerez au passage que le roi se doit toujours autant d'être un guerrier, puisqu'il porte l'épée de Charlemagne et le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Comme quoi, les siècles passent, mais les symboles, eux, n'évoluent pas tant que ça. Mais donc quand on change de régime politique, les insignes aussi doivent changer. Louis XVI a sonné le glas de la monarchie, hors de question donc pour Napoléon de reprendre les mêmes symboles qui évoquent la dynastie des Bourbons. Exit les anciens régalias, place à la nouveauté. Le manteau bleu aux fleurs de lys, c'est Saumonarchie. Bienvenue au manteau pourpre, aux symboles issus de l'Empire romain et au collier de la Légion d'honneur. En fait, à part le décor, qui est quand même vachement ressemblant, et la composition générale en pied, qui ne détonnerait pas parmi les portraits officiels des rois d'autrefois, Bonaparte essaie d'éviter toutes les allusions à la monarchie des Bourbons pour bien montrer que son régime à lui n'a rien à voir avec celui d'antan. Parce que vous l'aurez bien compris, l'essentiel quand on veut légitimer son pouvoir, c'est le message qu'on cherche à faire passer. Qu'on s'appuie sur la religion, sur l'histoire ou sur les insignes, c'est un certain type de pouvoir qu'on met en avant. Et bien entendu, ce travail sur son image n'est pas réservé aux souverains d'antan. Les figures actuelles du pouvoir aussi y ont recours. Et il est toujours intéressant de se pencher sur ces représentations officielles pour comprendre quel type de pouvoir nos gouvernants veulent mettre en avant et comment ils le légitiment. Attendez, y a rien qui vous choque là? Saint-Louis, Louis XIV, Napoléon, tout ça, ils ont quoi en commun? Bah ouais, ce sont tous des hommes, comme si l'histoire du pouvoir s'écrivait nécessairement au masculin. Pour rectifier le tir, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la chaîne YouTube du Musée du Louvre afin qu'on parle du versant féminin de toute cette histoire. Non mais... En attendant, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que les pouces vers le haut, les commentaires soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Tipeee et Utip. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.